Diagne Fada, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien cadre du PDS, mais vous avez choisi à un moment donné de faire votre chemin tout seul. Alors, dans le cadre des élections législatives du 30 juillet prochain, vous avez une liste, c'est Mankoye Sall Sénégal, et il se trouve qu'on a une pléthore de listes, 47. Pourquoi les Sénégalais devaient choisir de voter la liste Mankoye Sall Sénégal au détriment d'autres listes? Quels sont vos arguments? Je vous remercie. Nos arguments sont très simples. D'abord, il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut une transition générationnelle. Je n'ai rien contre ceux qui ont amené le pays à l'indépendance et ceux qui sont succédés à la tête du pays jusqu'à maintenant. Mais je considère que aujourd'hui, le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre la relève et de continuer l'œuvre des anciens. Et pour donner corps à cette vision, je crois que la meilleure liste est celle dirigée par, disons, un jeune, mais un jeune d'une certaine expérience. Vous êtes ce jeune? Toute modestie mise à part, je considère que je fais partie des plus jeunes têtes de liste du Sénégal, mais certainement parmi les plus expérimentés du point de vue parlementaire et du point de vue gouvernemental. Et nous avons fait toutes les classes. Nous avons commencé à faire de la politique très très jeune, à travers les mouvements associatifs, à travers l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers le Parlement. Déjà en 1998, nous étions élus pour la première fois députés, à travers le bureau de l'Assemblée nationale. En 1999, pour la première fois, nous étions membres du bureau de l'Assemblée nationale et nous étions parmi les plus jeunes parlementaires africains. Et en 2000, à l'avènement de Maître Abdoulaye Wade, nous avons été parmi les plus jeunes ministres de la République du Sénégal. Donc je crois que, et en dehors de ma modeste personne, vous retrouvez des gens qui ont fait exactement les mêmes classes que moi. En fait, qui sont, entre guillemets, des promotionnaires politiques. Parce que ce sont des gens avec qui j'ai fait le MEL, le mouvement des élèves et étudiants libéraux, des gens avec qui j'ai fait l'Union des jeunesses travaillistes et libérales du Parti démocratique sénégalais, des gens avec qui aussi je me suis retrouvé à un moment donné avec eux dans l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement. Passez en revue la liste du Parti la liste de Mankoye Sall Sénégal, vous retrouverez des hommes et des femmes expérimentés, des hommes et des femmes à la hauteur, des hommes et des femmes capables de défendre les Sénégalais et capables aussi de défendre l'ensemble des couches sénégalaises. La liste Mankoye Sall Sénégal, c'est l'expérience doublée à la jeunesse. Et donc, dans le processus d'investiture, cela reflète parfaitement cette vision-là. Oui, tout à fait. Nous tournons autour de la cinquantaine. Donc, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des adultes. Mais quand même, vous retrouverez d'anciens directeurs généraux. Vous retrouverez d'anciens parlementaires. Vous retrouverez d'anciens maires sur cette liste. Vous retrouverez des cadres de banque. En fait, toute la relève du Parti démocratique sénégalais est aujourd'hui dans les rangs du parti Les Démocrates Réformateurs Yessal. Et c'est ça qui fait un peu la particularité de notre liste. Et c'est ça qui fait aussi la particularité de notre parti. C'est-à-dire, c'est nous qui avons conduit la première alternance au Sénégal en 2000. C'est nous qui avons mené les combats, les durs combats de 1988 pour imposer la démocratie sénégalaise, pour amener le gouvernement de Diouf d'alors à changer le code électoral qui a permis plus tard
à Abdoulaye Wade d'accéder au pouvoir. Et c'est nous qui, en ces moments de braise, nous étions dans la rue, nous étions en prison, nous humions les grenades lacrymogènes. En fait, nous pensons que nous constituons cette génération de jeunes Sénégalais qui avons véritablement approfondi la démocratie sénégalaise. Donc aujourd'hui, si on nous donne la majorité, il va de soi que la démocratie sénégalaise ne sera pas sabotée. Parce que nous avons été parmi les acteurs, en tout cas les plus actifs, excusez-moi de le dire comme ça, à l'avènement de la démocratie sénégalaise, au multipartisme d'abord, ensuite au multisyndicalisme, à la floraison des titres de journaux, à la floraison des radios et télévisions privées. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui se sont battus pour tout ça. Mais c'est nous, c'est notre génération. Ce n'est pas moi seul, bien sûr, mais c'est moi et ma génération. Les plus jeunes candidats de votre liste ont quel âge environ? Les plus jeunes tournent autour de 25 ans, de 24 ans, de 23 ans. Alors, on se rappelle que vous avez quand même été également élu dans la 12e législature, avant donc de quitter suite à des différends avec votre ancienne famille politique qui est le Parti démocratique sénégalais. À votre avis, quelles ont été les failles de cette 12e législature? Il y en a eu beaucoup. Moi, je fais partie de ceux qui ont poussé un ouf de soulagement. À la fin de cette 12e législature-là a été la plus catastrophique de toute l'histoire parlementaire du Sénégal. De quel point de vue? D'abord du point de vue du contenu du débat, de la faiblesse du niveau du débat, mais aussi du point de vue de la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi du point de vue de la non-protection des députés que nous sommes. C'est-à-dire que, oui, on a levé l'immunité parlementaire de plusieurs de nos collègues. Et ça ne s'est jamais vu dans aucune législature. En tout cas, moi, c'est mon 3e mandat de député. Je n'ai jamais assisté à une législature où plusieurs de nos collègues ont vu leur immunité parlementaire levée. Il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire fonctionnelle. De dossiers. Il n'y a pas eu de proposition de loi. Donc, les initiatives des députés, la plupart ont été étouffées. Les questions d'actualité, les questions orales, n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations sénégalaises. Et souvent, les séances où ces questions orales écrites devraient être traitées ne se sont pas tenues. Le Premier ministre qui nous avait promis de venir à l'Assemblée nationale tous les mois s'est présenté très rarement à l'Assemblée nationale. C'est vous dire que c'est une législature vraiment qui ne va pas laisser de bons souvenirs, en tout cas aux vieux jeunes parlementaires que nous sommes. Et vraiment, je ne le dis pas en jetant une quelconque pierre en direction de qui que ce soit, mais c'est un constat objectif. Qu'attendez-vous donc de la 13e législature? Mais la 13e doit... Alors, on nous chantait au début de cette législature la rupture. La rupture. Je crois qu'il n'y a eu point de rupture. Sinon, dans le mauvais sens, ce sont peut-être des ruptures déconsolidantes. Pour la prochaine, il faut une véritable rupture. Pas caractérisée par... Mais avec d'abord, nous avons proposé dans notre profession de foi un certain nombre de mesures. D'abord pour lutter contre l'absentéisme des députés. Pour exiger la présence des députés à l'Assemblée nationale. Les députés assidus devraient recevoir des primes. Il n'y a pas de sanctions pour les absentéistes? Présent, il n'y en a pas. Les députés assidus devraient recevoir des primes d'assiduité. Mais les députés aussi absentéistes devraient être sanctionnés du point de vue salarial. Et là, nous avons dit l'Assemblée nationale va être dotée de portiques pour, en tout cas, mentionner l'heure d'arrivée, l'heure d'entrée à l'hémicycle du député. Nous allons travailler
à faire respecter les pouvoirs consacrés par la Constitution à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si tous les pouvoirs consacrés à l'Assemblée nationale étaient respectés, je crois que l'Assemblée nationale jouerait mieux son rôle. Son rôle de représentation, son rôle de contrôle du gouvernement, mais aussi son rôle de légifération. Et tel ne semble pas être aujourd'hui, en tout cas, la volonté exprimée par la défunte majorité. Donc un changement de majorité induirait véritablement un changement de comportement. Et cela devrait nous permettre de mieux contrôler l'exécutif, de mieux faire passer les messages du peuple sénégalais ou des populations sénégalaises. Mais quand une majorité est écrasante, elle n'a même pas besoin de parler avec l'opposition. Mais si la majorité n'était pas ce qu'elle était, parfois ils seraient obligés sur des questions essentielles de s'ouvrir à l'opposition pour avoir leur vote, pour avoir leur soutien, pour faire passer certaines lois. Mais quand la majorité est écrasante, cela va de soi que l'Assemblée ne peut être qu'une assemblée au service exclusif de l'exécutif. Alors que dans les démocraties modernes, c'est quand même 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, dans ce cas, est-ce qu'une mise en minorité de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale qui conduirait à une cohabitation serait une chance? Absolument. Absolument. Et ce serait une expérience. Parce que vous savez, le Sénégal, ici, nous avons quand même la chance d'ouvrir un peu le bal, quoi. À chaque fois qu'il y a progrès démocratique quelque part, en tout cas en Afrique de l'Ouest, surtout francophone, et même en Afrique de l'Ouest, ça se passe pour la première fois souvent au Sénégal. Il serait bien qu'on expérimente plutôt cette cohabitation-là, qui verrait que, oui, le président de la République n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale et que le gouvernement est dirigé par un membre de l'opposition. Mais quand même, je dois vous avouer que le système électoral sénégalais, à l'heure actuelle, ne le permet pas. Ne permet pas quoi? Ne permet pas une cohabitation. Parce que tout simplement, d'abord, l'opposition est partie en rang dispersé, ce qui est un premier facteur. Mais le facteur le plus important, c'est le mode de scrutin, qui est un mode de scrutin qui favorise les grandes coalitions, les coalitions au pouvoir, à cause de la liste départementale majoritaire à un tour. Dans les pays qui nous entourent, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, les listes départementales sont proportionnelles. Mais ici au Sénégal, les listes départementales sont des listes majoritaires à un tour. Dans notre pays, il n'y a pas encore de deuxième tour. C'est le cas en France, mais en France, il y a un système de deuxième tour. Au Sénégal, il n'y en a pas. Donc c'est le mode de scrutin. C'est vrai que nous avons trouvé ici, nous, Pérez, quand nous étions au pouvoir, nous avons trouvé ce mode de scrutin-là. Nous ne l'avions pas changé. À chaque fois qu'on parle du mode de scrutin, à nos collègues d'en face, ils nous disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas changé quand vous étiez là ?» Mais ce n'est pas la bonne question. Pertinente. Mais ce n'est pas une question pertinente. Le président Sall a été élu pour changer les choses. Le président Sall est né après les indépendances. Le président Sall est appelé à faire à la démocratie sénégalaise des bons importants. Mais il ne peut pas se contenter de ce que Wade avait fait, de ce que Diouf avait fait. Il n'est pas de la même génération que ces deux-là. Donc, légitimement, nous nous attendions à ce que la démocratie sénégalaise soit approfondie, à ce que le système électoral sénégalais soit plus démocratique et plus représentatif des réalités locales. Je donne l'exemple souvent du département de Dakar. Nous avons 7 députés sur la liste départementale de Dakar. La coalition qui arriverait première, avec une voix d'avance, prendrait les 7 sièges. Mais est-ce que les 7 députés-là vont pouvoir dire demain à l'Assemblée que nous représentons l'ensemble des populations de Dakar? Du tout. Parce que peut-être que la coalition qui est arrivée deuxième aurait pu avoir 3 députés.
ou 2, celle qui est arrivée 3e aurait pu avoir un député sur les 7. Et en ce moment-là, le partage serait beaucoup plus démocratique, serait beaucoup plus logique et légitime. Pour, en tout cas, si on tient compte de la nécessité de faire représenter l'ensemble des idées, l'ensemble des opinions et l'ensemble des couches des populations de Dakar. Alors, Modou Diagne Fada, je rappelle que vous êtes le chef de file des démocrates réformateurs Yessal et que vous conduisez la liste Manko Yessal Sénégal. Je le disais au début, vous êtes un ancien cadre du Parti démocratique sénégalais fondé par le président Abdoulaye Wade. Il passait sa retraite en France depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2012. Que vous inspire son irruption dans ces législatives de 30 juillet prochain? On lui souhaite d'abord la bienvenue. La bienvenue à Dakar, la bienvenue dans son pays natal. Je crois que c'est un Sénégalais comme nous autres et il a parfaitement le droit, quand il le désire, de venir au Sénégal. Donc on ne peut que lui souhaiter la bienvenue dans le pays. Maintenant, sa participation aux élections législatives me pose problème. D'autant plus que je considère que Wade devrait rester au-dessus de la mêlée. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait toutes mes classes au Parti démocratique sénégalais, à côté de Maître Abdoulaye Wade. Je le considère encore comme mon mentor politique. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'autres chefs de parti qui le considèrent comme leur mentor politique. Et dans ce cas-là, il devait être un recours pour la classe politique sénégalaise. Un conseiller pour la classe politique sénégalaise. Un homme de consensus pour la classe politique sénégalaise. Mais si lui-même, il prend part au jeu... Malgré son grand âge. Encore que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la santé de tenir. Mais si malgré tout ça... Mais moi, je parle surtout... Je fais référence à son parcours. Quand même, c'est lui qui nous a appris ce que c'est que la démocratie dans ce pays. C'est lui quand même qui s'est battu de toutes ses forces pour instaurer la démocratie dans ce pays. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Et il a été un pionnier dans la démocratisation de nos pays ici en Afrique. Et Dieu a fait qu'il a accédé au pouvoir. Et quand il a accédé au pouvoir, il a quand même changé le visage du Sénégal. Il a bâti un pays respecté à travers le monde. Mais ça suffit comme bilan. Il ne peut pas y ajouter, après tout ça, un titre de député à l'Assemblée nationale. Il n'en a pas besoin. Et ceux qui l'ont mis tête de liste, en vérité, savent bien que Wade n'en a pas besoin. Mais comme eux, ils ne sont pas des fils capables de se gérer en dehors du président Wade, ils l'ont obligé à venir. Je considère qu'eux, ils devraient avoir le courage mais de nous affronter, d'affronter Modou Diagne Fada, d'affronter Macky Sall, d'affronter quelqu'un d'autre qui dirige une liste. Parce que quand même, nous avons été dans la même école, nous avons reçu la même formation. Si nous avons le courage de voler de nos propres ailes, pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? Ils ne l'ont pas fait parce que, encore une fois, ils se sentent faibles, ils se sentent un peu pas suffisamment mûrs et suffisamment prêts à voler de leurs propres ailes. Donc, moi, je n'ai rien à dire au président Abdoulaye Wade. Il a répondu à une sollicitation de certains hommes politiques sénégalais. Et quand des gens l'appellent à la rescousse, mais comme on le connaît, c'est un volontariste, c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime les combats, mais il se lance dans ça. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous lui avez parlé? Êtes-vous resté en contact avec le président Wade? Ça fait quand même quelque temps que nous n'avons pas parlé directement. Quand j'ai perdu ma maman, il y a de cela quelques mois, il m'a appelé au téléphone pour me présenter ses condoléances, pour prier pour ma défunte maman. Et ensuite,
prier pour moi et pour mon nouveau parti, les démocrates réformateurs ISL. C'était le dernier contact. Tout juste après, il a fait un voyage dans les pays du Golfe. Et depuis qu'il est revenu sur Paris, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir au bout du fil. Mais en tout cas, je serai très heureux à son retour à Dakar. Mais non, oui, je serai très heureux à son retour à Dakar de passer lui dire bonjour papa. Et recueillir ses prières, recueillir ses conseils. Mais en tout cas, pas le mêler dans le débat politique. Et Karim, êtes-vous resté en contact avec Karim? Karim aussi, quand j'ai perdu ma chère maman, il m'a appelé au téléphone pour me présenter ses condoléances. C'est le seul contact que nous avons eu depuis qu'il est à l'extérieur du Sénégal. Est-ce que le PDS va survivre si Wade est obligé de venir comme à ce temps-ci pour prendre part à une élection? C'est la grande question que tout le monde se pose. C'est pour ça que vous avez pris vos libertés, votre liberté? Non, moi j'ai été exclu. Moi j'ai été exclu du PDS. Hein, parce que, disait-il, je n'ai pas respecté une discipline de parti. Mais parce que tout simplement, j'ai réclamé des réformes. J'ai réclamé des réformes. J'ai dit à l'époque qu'on devrait renouveler le parti et lui trouver une nouvelle direction, ce qui me semble être tout à fait légitime. On devait réformer les textes du parti qui datent de 1976. On devait réformer le programme fondamental du parti qui date de 1976. On devait avoir un plan B à la suite de la désignation de Karim Wade comme candidat, mais qui était encore dans les liens de la détention. Ce n'était pas sérieux pour un parti qui veut reprendre le pouvoir de dire qu'il n'y aura pas de plan B. Voilà les problèmes que nous avions posés sur la table et voilà les problèmes qui nous ont valu notre exclusion du parti. Vous êtes le président du parti Les Démocrates Réformateurs ISL et que vous conduisez en tant que tête de liste la coalition Manko ISL Sénégal pour les législatives de 30 juillet prochain. Séné News vous remercie d'avoir accepté de lui accorder cet entretien. C'est un plaisir de vous avoir parlé. D'avoir parlé aux internautes et j'espère que ce que nous avons dit aura contribué à éclaircir un certain nombre de situations. En tout cas, s'il y avait un mot déplacé, d'avance, je m'en excuse. Merci.